semblé entendre dire que les critères pour la personne avec qui on vit, le métier que l'on fait, c'est de ne rien sentir. L'intimité et légèreté. Quand vous êtes intime avec un être humain, vous n'avez plus rien à dire, tout a été dit. Vous n'avez plus rien à faire, tout a été fait. Vous n'avez rien à partager, tout a été partagé. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'intimité. Cette intimité est absence objective. C'est la vraie intimité. Donc, comme on dit, vous ne mettez plus l'accent sur ce que vous faites, ce que vous dites, ce qui se passe dans une relation. Vous mettez l'accent sur cette intimité non objective. À ce moment-là, on peut dire, quand votre bien-aimé est dans la maison, vous ne pouvez pas le sentir. Si vous le sentez, c'est qu'il y a un fond de problème. Parce que sa présence n'évoque tellement rien d'objectif pour vous que vous êtes automatiquement désobjectivé dans cette intimité. Ça, c'est la vraie intimité. Mon maître disait que quand il rentrait dans la maison de son gourou, vous ne pouvez jamais savoir s'il était là ou non. Vous ne pouvez pas le sentir. C'était ça le signe de la présence de son gourou. C'est-à-dire qu'il ne laissait aucune résonance objective s'incarner. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui ne se prétend pas mais objective, ça vous coupe toute tentative de vous objectiver. Et quand vous objectivez plus, et quand vous objectivez plus l'autre, là il y a intimité, il y a unité. Vous levez le nom et la forme, ce qui sépare, et vous trouvez en unité dans votre relation. Cette unité, vous l'avez avec votre femme, et avec l'arbre, avec la maison, avec la vie, à tous les niveaux. Donc, à un moment donné, on ne cherche plus une relation qui stimule, on ne cherche plus un travail qui stimule, qui se réfère, qui stimule l'ego. Stimuler veut dire stimuler pour l'ego. À un moment donné, on n'a pas besoin d'être stimulé. Au contraire, on va mettre l'accent sur tout ce qui est espace en nous. Une relation n'est pas faite pour vous sécuriser. C'est pas fait pour vous. C'est fait pour rien. C'est fait pour pressentir que vous êtes rien. Ça, c'est le cœur d'une relation. C'est le cœur de l'amour. L'amour est fait pour vous désobjectiver, pas pour vous sécuriser. Votre conjoint n'est pas un objet, un pot de fleurs qui est là pour vous tenir compagnie. Donc, quand vous ne mettez pas l'accent sur ce que vous n'êtes pas, le nom et la forme, vous désobjectivez également l'autre. Et dans cette absence de prétention, nom et la forme, il y a intimité. C'est ça la relation profonde avec l'environnement. Et généralement, on cherche une relation pour se sentir, pour être plus en confiance, pour se sentir mieux, être moins seul, plus stimulé, pour échanger, participer. Tout ça a sa place. Mais moi, je m'aperçois combien tout ça vient de la misère, participe à la misère et me maintient dans la misère. Ce que j'ai besoin, c'est pas de stimulation. Ce que j'ai besoin, c'est d'arrêter de prétendre avoir besoin de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, la totale neutralité de l'autre est le plus grand stimulant pour cette neutralité. Traditionnellement, le gourou est celui qui stimule en vous cette neutralité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'approprier. Vous ne pouvez pas être intime. Comme vous ne pouvez pas être intime avec quelqu'un, vous êtes amené à être intime avec vous-même. C'est ça l'enseignement traditionnel. Il y a une très grande proximité, mais en même temps, un absolu éloignement. Cette totale froideur est la chaleur la plus profonde. Pour l'ego, c'est la pire des choses. Quand cette évidence s'actualise dans une écoute, ça devient la chose la plus profonde.
Donc, votre conjoint, c'est votre gourou. C'est la même chose. Vous voyez s'il est là pour vous distraire, ou s'il est là pour symboliser profondément votre liberté. Vous voyez si vous lui demandez constamment quelque chose, ou si vous êtes là pour laisser ce qu'il n'est pas complètement mourir en vous. C'est-à-dire son nom, sa forme. Donc, comme on dit, la stimulation va vous apparaître complètement vulgaire, complètement polluante, complètement inutile. Il n'y a pas à être stimulé. La vraie stimulation, c'est la tranquillité. Le reste, c'est de l'agitation. C'est dans ce sens-là qu'une maison, la personne avec qui vous vivez, le lien profond, c'est cette non-stimulation. Quand vous ne savez pas que vous êtes dans la maison, c'est une vraie maison. C'est une maison qui met l'accent sur ce que vous êtes profondément. Espace, liberté. La maison dans laquelle vous vous sentez bien, la maison dans laquelle vous vous sentez en sécurité, la maison qui vous stimule. C'est une maison qui tôt ou tard va se révéler vulgaire, encombrante, inutile. C'est une maison qui stimule en vous l'arrogance, la suffisance, la dépression. Tout ce qui me stimule m'éloigne de moi-même. Vous n'avez pas besoin de stimulation, vous avez besoin d'arrêter de chercher à l'extérieur. Que ce soit avec une maison, avec un conjoint, avec quoi que ce soit, c'est la même chose. Je dois voir d'où vient mon mouvement. Est-ce que je cherche quelqu'un qui me convient, qui me stimule, qui va m'aider, qui me comprend, qui m'aime, etc., etc. Parce que je pressens une relation profonde, totale, absolue. Relation sans relation. Tellement intime que je ne peux jamais être séparé, tellement à jamais libre de préhension que je ne peux jamais me sentir en sécurité. Dans cette totale insécurité, je vais à un moment donné trouver ma véritable sécurité, qui est le fait de totalement lâcher. Et donc je cherche une relation pour me sécuriser, cette sécurité me sera toujours totale insécurité. Et surtout, la non-intention ouvre le regard. Quand je veux quelque chose, je vois très peu. C'est comme une lentille qui se serre, je vois un tout petit point. Mais quand je veux quelque chose, je vois si peu ce que je veux. Et quand il n'y a plus ce vouloir, que ce soit la voiture, que ce soit l'amant, que ce soit le corps, que ce soit ceci ou cela, il y a comme une espèce d'ouverture périphérique qui se fait. À ce moment-là, je vois totalement autrement. Je vois la voiture autrement, l'amant autrement, le corps autrement, ceci ou cela autrement. Je suis plus focalisé sur un élément qui est anecdotique finalement, qui est celui qui me stimule. L'excitation que produit telle perception, elle devient anecdotique. Il y a beaucoup plus d'une globalité. Vous voyez les qualités de l'amant, mais également les défauts. Vous voyez l'ensemble, vous voyez la beauté de la voiture, mais également ses faiblesses. Simultanément. Et pas d'un sens psychologique, bien sûr, d'un sens fonctionnel. Quand vous voyez le sourire d'un nouvel amant, vous voyez également ses pleurs, simultanément. Vous voyez sa tendresse, vous voyez sa violence, simultanément. Il n'y a plus de surprise psychologique possible. Il n'y a que surprise, la vie est que surprise, mais il n'y a plus de surprise psychologique. Parce que je ne me fixe pas un détail. Exactement comme un boxeur dans un combat. Il y a une vision globale. Je ne regarde pas les points de l'adversaire. Je regarde, c'est tout.
C'est là que la richesse de ce que je rencontre devient vivante. Donc je veux quelque chose, je ne vois pas la beauté de l'autre. Je vois uniquement ce à quoi il me sert. Quand ça ne me sert plus, quand ça ne me stimule pas, je le jette. J'achète un autre. C'est une vision globale. Je vois la richesse de ce qui se présente. Ça n'empêche pas le changement. Mais je vois l'objet dans sa globalité. Il y a une autre attitude. C'est une attitude beaucoup plus d'affection, d'écoute, de résonance qui est là. Ce n'est pas un objet que je prends et je jette. J'exploite plus l'objet pour me satisfaire. Je l'écoute. Vraiment, l'écoute est ma satisfaction. Est-ce que je peux rencontrer un objet sans imaginaire? Ça, c'est une exploration intéressante. Est-ce que je peux choisir une voiture, choisir une maison, choisir un amant, choisir un chien, choisir un gourou, choisir une tradition, sans rien créer, mais uniquement regarder, sans rien imaginer, sans rien attendre, sans rien redouter, sans rien espérer, uniquement écouter. Ça, c'est la pratique de la créativité. Mais j'écoute pas, je veux quelque chose. J'écoute pas, j'espère quelque chose. J'écoute pas, je redoute quelque chose. J'écoute pas, je me sers de quelque chose. Et dès que le petit point sur lequel j'ai mis l'accent ne me convient plus, je m'ennuie. Je m'ennuie parce que je ne vois pas. Je m'ennuie parce que j'écoute pas. Tout objet est une richesse absolue. Il n'y a rien d'ennuyeux. Ce qui est ennuyeux, c'est mon absence de regard, mon absence d'écoute. Moi, il y a quelques mois, le papa de ma fille, avec qui je suis séparée, a demandé la garde exclusive. Et ma fille a 4 ans, et je me dis, là, en entendant tout ça, dans une semaine, je vais me retrouver devant un juge, dans un monde où il faut argumenter, il faut avoir une stratégie, etc., etc. Je me demande où est la place, là, de ma croyance que ma fille serait mieux avec sa maman, donc avec moi, où est la place de l'attachement que je ressens pour ma fille, où est la place de mon argumentation par rapport à cette idée-là que je veux faire entendre à un juge. Vous ne pouvez pas faire autrement que de penser ce que vous pensez. Vous devez le respecter. Vous pensez que votre enfant est mieux avec vous, votre mari doit penser la même chose. Vous devez être honnête avec votre pensée. C'est votre pensée. Elle ne mérite pas d'être justifiée, approuvée, c'est la vôtre.
Donc vous pouvez, si votre avocat mérite sa nom d'avocat, l'avocat doit savoir comment il le juge, quel est son état psychologique, en tout cas sa ligne générale, et vous allez préparer des éléments qui résonnent de sa ligne. On ne vous demande pas ce que vous pensez, le juge n'a pas le temps de ça. Le juge n'a pas le temps d'étudier votre cas. Il n'a pas le temps, c'est pas de sa faute, il n'est pas assez payé, il a quelques minutes pour comprendre une vie ou plusieurs vies. Donc il est obligé de regarder superficiellement. Vous devez avoir l'intelligence de présenter des choses superficielles. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans la tête d'un juge en quelques minutes. On ne vous demande pas un trésor d'intelligence, le juge n'a pas le temps de se rendre compte. Les arguments s'annulent les uns les autres. Le juge va donner un jugement sur une impression. Donc vous devez être fonctionnel avec ça. Pas la peine d'étayer un dossier de manière profonde pour un juge qui n'aura pas le temps d'en voir la profondeur. Mais la grande stratégie de la vie, c'est d'écouter. Et donc, c'est quand vous allez voir le juge que tout va se jouer. Donc bien sûr, cette écoute commence avant. Dans cette écoute, vous allez voir les dossiers, si vous avez accès, que présente votre mari, vous êtes intelligent, vous savez un peu ce qu'il prépare, comment il fonctionne, vous le connaissez, vous savez qui va faire des attestations dans un sens, etc. C'est uniquement un problème d'écoute. De penser absolument que votre fille est mieux avec vous, vous devez le respecter, mais je dirais que ce n'est pas un cadeau, au niveau purement stratégique. Parce que si vous pensez ça, vous avez peur du contraire. Vous avez peur du contraire, la peur vous lève des capacités d'action. Si éventuellement vous aviez à vous familiariser que ce qui arrive est profondément inévitable, que si votre fille doit aller avec vous, elle ira avec vous, si elle doit aller avec votre mari, elle ira avec votre mari, et que les choses ne sont pas forcément jouées définitivement, vous aurez une meilleure capacité d'action. Mais si elle a peur qu'elle aille dans un sens, cette peur vous fera faire un dossier moins clair. C'est pour ça que les hommes d'affaires investissent mieux l'argent de leurs clients que leur propre argent, parce qu'ils sont moins liés aux résultats. Mais c'est inévitable pour vous d'avoir une idée là-dessus, vous devez le respecter. C'est une écoute. C'est vraiment une écoute de la situation. Donc la stratégie a sa place, mais ce n'est pas une stratégie psychologique. Vous devez faire les choses, vous avez cette idée, vous allez essayer d'avoir votre fille, voilà, c'est fini. Je dirais, laissez ces idées de côté. Faites un dossier fonctionnel, mais la peur de perdre lève beaucoup de capacités. Il faut être souple dans un dossier. C'est plus, des fois, l'intonation de la voix qui va jouer pour un juge que ce qu'on dit. Ça, vous ne pouvez pas le préparer. Par contre, si vous sentez en vous un état émotionnel, ce que vous pouvez faire fonctionnellement, c'est de préparer à froid la situation. C'est-à-dire, vous connaissez dans le palais de justice, je ne sais pas comment ça fonctionne au Canada, mais en tout cas le lieu où il y a la réunion avec le juge. Si vous sentez votre mari est plus malin que vous, où il a plus d'arguments, où il est plus riche, où il a... Peu importe. Vous pouvez très bien être chez vous, vous êtes allongé sur votre lit. Je dirais mentalement, levez-vous. Levez votre pyjama, mettez une robe, mettez un chapeau, mettez vos chaussures, mentalement. Ouvrez la porte, descendez l'escalier, allez jusqu'à la voiture, prenez la voiture, suivez le trajet jusqu'à l'endroit de la confrontation avec le juge, garez la voiture, mettez l'argent dans le parc-mètre, montez l'escalier, retrouvez-vous dans le juge et visualisez votre mari là. Éventuellement, il y a une espèce de peur qui va être là, de rancœur qui va être là, d'incertitude. Ça suffit. Vous êtes de nouveau dans votre lit. Faites plusieurs fois ça, mentalement. C'est pas pour arriver à quelque chose, mais c'est ce que fait un artiste quand il a le trac. C'est pas pour mieux jouer, mais c'est pour vraiment sentir la peur. Et quand vous sentez la peur, à un moment donné, vous n'avez plus peur. Donc vous devez, plusieurs fois, quand il y a une confrontation,
dans votre vie, mentalement préparer la confrontation. Pas pour arriver à un résultat. Le but n'est pas, pour moi, dans un sens ou dans l'autre. Mais si vous travaillez comme ça plusieurs fois, quand vous allez arriver à la consultation, vous allez ouvrir la porte, il y aura votre mari, il y aura le juge, et vous serez vraiment froide. Vous serez vraiment capable de voir ce qui est là. Dans l'instant, vous comprendrez le dossier de votre mari, même si vous n'avez pas eu accès. Vous verrez la tête du juge, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Et vous allez vraiment voir si vous devez... Et ce ne sera pas un jeu, ce sera fonctionnel. Si vous devez vous exprimer comme une femme faible et abandonnée, si vous devez au contraire proposer des valeurs de fermeté, d'assurance devant le juge, si vous devez accentuer votre pauvreté financière ou accentuer au contraire votre capacité financière, tout ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. C'est le juge qui petit à petit va vous le dire, et pour ça, il faut vraiment être froid. C'est comme un combat de rue. Quelqu'un qui vous agresse, vous ne pouvez pas savoir, vous devez écouter, être présent. C'est ça qui va vous dire ce que vous pouvez faire ou non. La seule art de vivre, c'est l'écoute. L'écoute demande d'être froid. Froid de savoir. Et vous devez négocier ça, je dirais presque oublier votre fille pendant le moment. Parce que vous devez être purement fonctionnel. Votre fille, c'est en plus. Mais s'il y a constamment l'image de votre fille, vous allez être moins à l'écoute du juge. Et vous allez dire, avec l'émotion en pensant à votre fille, vous allez dire ce qu'il ne faut pas au juge. Et le juge suivra ses critères et pensera que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. Donc il n'y a que le juge qui compte. Votre mari fait partie de l'élément, mais c'est le juge qui compte. Et ce n'est pas une stratégie, c'est vraiment une écoute. Le juge a besoin d'être rassuré. Voilà, il a appris qu'une femme capable de s'occuper de son enfant devait être comme ça, comme ça et comme ça. Et qu'une femme qui est comme ça n'est pas capable, etc. C'est pas de sa faute, il a appris ça à l'école. Il est tenu plus ou moins par sa fonction de respecter ce qu'il a appris à l'école. C'est pas très difficile de convaincre un juge quand on écoute, quand on n'a pas de savoir. Mais il faut que ce soit froid. S'il y a une espèce d'élément affectif à l'idée d'aller voir le juge, l'idée que tout va se jouer, travaillez-le à froid. Et tout ne se joue pas là. La vie de votre fille n'est pas suspendue à un juge. Sa vie est une totalité. Il n'y a rien de dramatique dans la vie. C'est nous qui voyons les choses comme dramatiques ou non. Mais ce soit pas, c'est même pas une image mentale, c'est un ressenti. Vous allez vous sentir, vous vous levez, vraiment vous habiller, descendre, prendre le train si vous n'avez pas de voiture, de plus en plus actuellement. Ça doit vraiment, si vous ne connaissez pas la tête du juge, vous voyez votre mari, vous voyez déjà le choc là, ou soit la peur, ou l'agressivité que vous sentez, ou l'affection que vous avez encore, ou la haine que vous avez, peu importe, tout est bienvenu. Mais sentir ça en vous, et tout de suite arrêter. Revenez sur votre lit, il y a encore l'émotion, comme on a dit tout à l'heure. La peur est encore là, ou l'amour que vous avez pour lui est encore là, ou la haine que vous avez pour lui est encore là. Laissez vivre ça. Allez voir, ça va vous quitter, c'est comme une caresse qui vous quitte. Et de nouveau, mentalement, levez-vous, mettez votre chapeau, etc. Jusqu'à, voyez votre mari. Voilà, il est ce qu'il est. Vous n'avez pas besoin de l'inventer. Vous l'avez aimé comme ça, vous l'avez détesté comme ça. Mais c'est plus le moment ni de l'aimer, ni de le détester. C'est pas la peine. Regardez ses oreilles, regardez son cou, regardez ce qu'il dit, ce qu'il dit pas, regardez comment il respire, regardez comment il se présente, regardez ce qu'il va au juge, regardez ce qu'il essaie, regardez ce qu'il espère, regardez ses peurs. Regardez, et vous aurez tous les éléments pour dire ce qui est fonctionnel. Eric, j'ai une question moi aussi. Je vous ai entendu parler avec cette femme-là. Je trouve ça intéressant qu'on demande de l'avis, elle, pour elle-même, et pour sa petite fille. Je trouve qu'il y a beaucoup de vie dans ça.
Mais moi, je me pose la question. Moi, j'ai une petite sœur qui habite chez M. Royer, qui est là-bas. Moi, c'est ma petite sœur. Y a-t-il toujours une vie comme ça sur la Terre? Sur une selve de conscience comme ça? Au plus vous vivez avec l'émotion, au plus il y a une forme d'éclaircissement qui se fait. Mais l'éclaircissement n'est pas mental. Si mentalement vous cherchez à être clair, il y aura toujours une forme de confusion. Votre petite sœur, vos parents, vos amis, les gens que vous rencontrez, c'est une émotion en vous. C'est dans cette émotion qu'il y a toute l'intelligence pour fonctionner avec. Cette émotion ne connaît pas le besoin, ne connaît pas l'intention, ne connaît pas la peur non plus. C'est une émotion vraiment par le cœur. Donc vous allez voir, cette émotion va être la clé de la vie finalement. Mais si vous essayez de penser, l'intelligence est confuse. Même l'intelligence qui paraît claire est une forme de confusion. Il y a des confusions qui sont très esthétiques, il y a des confusions que d'autres trouvent très intelligentes, mais quand on regarde bien, c'est quand même une confusion. Donc c'est pas la peine de penser. Vivez avec l'émotion, avec le ressenti. Et avec les gens, mais avec tout, avec les animaux, avec les pierres. Quand vous voyez une très belle pierre, une montagne, regardez la montagne, fermez les yeux, sentez la montagne. Toutes les montagnes ne sont pas pareilles. Toutes les montagnes n'ont pas le même poids, la même acidité, la même coloration, la même... Vous êtes tout à fait capable de sentir une montagne. Quand vous voyez un chien, regardez le chien, fermez les yeux, sentez le chien. Tous les chiens ne sont pas pareils. De plus en plus, votre petite sœur, vos parents, vos amis, pensez à eux, fermez les yeux, fermez la pensée, et laissez vivre ce qui est là. Et là, vous allez trouver une facilité, une spontanéité. Est-ce que vous faites une distinction entre les besoins psychologiques et les besoins physiques? Ce qui rend malheureux, c'est le besoin psychologique. Les besoins physiques sont ce qu'ils sont, la vie est ce qu'elle est. On ne souffre pas de ça. Ce qui rend malheureux la plupart des gens, c'est le besoin psychologique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations, si on vous scie la jambe, qu'il n'y a pas une douleur physique. Mais en général, ce n'est pas ça qui arrive dans la vie. En général, c'est vous-même qui vous flagellez constamment, parce qu'à 3 ans, on vous a violé, parce qu'à 5 ans, on ne vous a pas compris, parce qu'à 18 ans, on ne vous a pas aimé, etc. C'est ça qui rend la vie impossible. Et pour revenir à l'environnement, si on pense à l'environnement au niveau mondial, les gens souffrent plus physiquement que psychologiquement, selon moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Aller en Inde, aller à les grandes régions polluées de l'Inde, il y en a beaucoup. Prenez un homme qui est là, qui respire cette pollution. Couchez avec sa femme, vous allez voir. Vous verrez l'effet. 20 ans de pollution, 10 minutes, vous violez sa femme, vous verrez ce qui le touche plus. Vous verrez, il n'y a pas de pollution. Ce qui rend malheureux, c'est l'imaginaire. Je ne veux pas dire que quand vous êtes dans un environnement fumeur, les poumons ne le sentent pas, bien sûr. Mais c'est comme ça. En plus, vous êtes détendu, au moins, ça va se marquer en vous. C'est déjà vous-même. Vous ne faites rien qui pollue, c'est déjà extraordinaire. Si vous mangez aucun aliment qui pollue, c'est déjà extraordinaire. Nous parlons de manger comme la faim dans le monde, par exemple, qui est un problème grave. Les gens souffrent de ça. Mais... Bien sûr, mais ils souffrent également de la pollution. Bien sûr. Mais l'imaginaire est ce qui rend malheureux. La faim, celui qui meurt de faim, c'est comme celui qui se fait écraser par une voiture. C'est comme ça. Je suis obligé d'accepter la vie comme elle est. Moi, je n'ai aucune solution politique. Je n'ai aucune compétence de savoir
comment doit être géré le monde pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Je respecte ceux qui le savent, moi je ne sais pas. Moi je m'occupe de ce que je peux faire. Je m'occupe de ce qui est proche. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffre autour de moi autant que celui qui a faim? Il y a des gens qui souffrent à Montréal. S'il n'y a pas vraiment d'espace et de temps et qu'il n'y a pas de futur présent, je sais pas. C'est pas parce qu'il y a la personne qui souffre de faim est très loin qu'elle est nécessairement séparée de nous. Bien sûr, si c'est votre expérience. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la vôtre. Mais pour ce qui est de résoudre la faim, vous devez vivre avec votre compétence. Vous êtes avec une charmante jeune fille dans la rue. Vous avez fait 5 ans de boxe américaine. Une personne vous attaque, il est assommé. Un deuxième, il est assommé. Un troisième, c'est vous qui êtes assommé. Et on viole votre charmante amie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Faire plus de boxe, c'est le 4e qui a réussi. Donc, je suis obligé de vivre avec mes limites. Vous ne pouvez pas sortir avec une mitrailleuse partout. Et même si vous avez ça, il y a des tanks également qui ne sont pas percés par les balles des mitrailleuses. Donc, il y a toujours quelque chose qui va être en conflit politiquement, religieusement, socialement. Je respecte totalement d'être touché par ce qui se passe dans le monde. Il y a 30 guerres actuellement. Tous les jours, il y a des milliers de gens qui sont torturés à mort. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Uniquement, je n'ai pas l'arrogance d'être triste parce que ça arrive, et à cause de cette tristesse d'être incapable de m'occuper de mes enfants, de ma voisine, quand elle a un problème. Si je sens une capacité militaire, politique, si je me sens pour un chef de guerre, personne ne vous empêche. Moi j'ai des amis, quand j'étais jeune, qui étaient dans cette mouvance, moi je l'étais aussi, qui avaient une affection pour certains pays d'Afrique, qui ont passé 5 ans en Légion étrangère pour s'entraîner, qui sont engagés au Congo ensuite, et qui se sont fait tuer là-bas. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, entre-temps, qui a fait que je me suis engagé dans une autre direction. Il fallait le faire. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est la vie. Chacun suit sa capacité. Mais se faire du souci, ça sert à rien. Donc, si je pressens en moi une capacité magnifique de solutionner un problème politique, qu'est-ce que je vais faire de la politique? Si je sens une capacité à solutionner un problème militaire, je n'ai aucun problème avec la structure militaire de la vie. Mais je dois vivre en fonction de mes capacités. Je ne vais pas le faire parce que je souffre. Sinon, vous ne saurez pas où aller. Où est-ce que vous allez aller vous battre? En Thaïlande? Vous allez aller au Tibet? Vous allez aller au Congo? Vous allez aller en Irak? Vous allez aller où? En Israël? Il y a beaucoup de possibilités. Comment vous allez choisir? Idéologique? Non. On reste tranquille. La souffrance est ce qu'elle est. Connaissez vos capacités. Pour devenir soldat s'il faut. Pour devenir médecin s'il faut. Pour devenir avocat s'il faut. Mais j'agis en fonction de ces capacités et c'est la vie qui va m'appeler. Moi j'ai des amis qui sont partis en Thaïlande pour le tsunami. C'est pas mieux. Moi je ne suis pas parti. Ce qu'ils pouvaient faire là-bas, je ne peux pas le faire. Ce que je peux faire ailleurs, ils ne peuvent pas le faire. Je vis en fonction des capacités. Chacun doit vivre en fonction de l'évidence. Donc il n'y a rien qui est exclu. Mais souffrir un instant de la faim dans le monde, alors que je ne fais rien pour ça, et que je ne sais pas quoi faire, c'est un manque de respect pour ceux qui, eux, ont vraiment faim. Eux, ils ont le droit de souffrir, pas moi. Quand je vois à la télévision des gens malheureux, martyrisés, je n'ai pas un instant le droit de souffrir. Eux, ils peuvent souffrir. Moi, je ne suis pas martyrisé. Je n'ai pas le droit de souffrir parce que la souffrance pollue l'environnement. Mon environnement a besoin de joie, de tranquillité, d'affection, de tendresse, pas de violence, de résistance, d'aigreur, de jugement. Ça, c'est mon rôle. Mais si la vie vous porte à aller là ou là, c'est parfait. Vous faites tuer pour n'importe quelle cause, c'est beau la mort. Il ne faut pas se protéger comme un bourgeois. Il faut s'engager. Je m'engage dans ma capacité. Je m'engage, mais non idéologique, pas contre quelque chose. Je m'engage par quelque chose. Ça peut être l'écologie, mais ce ne sera pas idéologiquement. Ce sera concrètement.